Je vous propose qu'on commence. Avec plaisir. Alors, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire consacré à la réforme de la protection sociale dans la fonction publique. Je suis Camille Blanc-Vanet, associée du cabinet Actuelia, actuaire, et j'interviens sur des missions de tarification, suivi technique, solvabilité 2. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que aujourd'hui, on a dans les participants, vous êtes à la fois des assureurs, alors qui pour la plupart nous connaissent, mais aussi la particularité, c'est qu'on a aussi des collectivités territoriales, parce que vous allez voir que le sujet de la fonction publique va finalement impacter vous, porteurs de risques, et également les employeurs, les collectivités territoriales aujourd'hui. Alors, Actuelia, c'est un cabinet d'actuaires. On est plus de 40 consultants. On accompagne 100, 120 à 150 clients par an. Alors, nos clients, ce sont à la fois des assureurs, des porteurs de risques, vous, mutuelles, assureurs, institutions de prévoyance, et également des acheteurs, des entreprises, des collectivités. Alors, nos missions, on est des experts. Alors, on est des experts de la tarification en assurance de personnes. On dispose d'outils de tarification, de données assureurs. Et notre forte valeur ajoutée, ça va être vraiment la compréhension des garanties, du besoin des assurés et du pilotage technique et de l'équilibre des contrats. On travaille bien sûr en amont sur la tarification et puis après sur la suite sur tout ce qui va être pilotage, revalorisation tarifaire. Alors, ceux qui nous connaissent normalement le savent, mais le cabinet Actuelia, on est vraiment reconnu pour notre pédagogie. L'objectif, c'est de faire de cette manière, de cette matière un peu technique, une matière plus simple, plus vulgarisée. Et donc, on sait parler français, on parle avec des mots simples. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans le dialogue et dans le partage. Alors, aujourd'hui, pour ce sujet à la fois réglementaire et technique, je serai accompagnée de Julie et Mélanie, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup, Camille. Alors moi, je suis Mélanie Hamon, donc je suis associée du cabinet Admis Avocat. Donc on est un cabinet qui est entièrement dédié au droit public. Donc on ne fait que du droit public au sein du cabinet Admis Avocat. Et nous travaillons exclusivement pour des collectivités territoriales et leurs établissements publics et de manière générale pour toutes les personnes morales de droit public et parapublic. Donc nous sommes implantés à Paris, Lyon et Strasbourg. Donc, nous intervenons à la fois en conseil et en contentieux, bien sûr, puisque nous sommes avant tout des avocats, et nous animons également de nombreuses formations auprès d'organismes de formation, donc dans des sujets divers, puisque effectivement, nous intervenons dans tous les secteurs et dans toutes les matières du droit public. Et donc, ça peut aller de la fonction publique, comme vous allez le constater avec Julie juste après, la commande publique avec moi-même, l'urbanisme, le droit de l'environnement, la domanialité, l'intercommunalité, etc. Est-ce que, Julie, tu veux présenter comment est Oui, composé le merci Mélanie. Effectivement, pour compléter, donc moi c'est Julie Crevaux. Je suis également associée au sein du cabinet Admis Avocat. Et comme vous pouvez le constater, nous on est une équipe qui est composée de 5 associés, donc Mélanie, moi, mais également Maëlle Comte, Mathieu Kluzinski et Martin Mentussi-Poux. Et comme le disait Mélanie, après, on a chacun un petit peu nos appétences un peu particulières. Donc moi, j'interviens exclusivement en droit de la fonction publique et plus particulièrement en droit de la fonction publique territoriale. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'en fait, on s'est saisi de cette réforme de la protection sociale complémentaire qui a à la fois un double aspect, hein, du côté juridique en tout cas, à la fois cet aspect fonction publique, parce qu'il faut bien connaître le statut pour savoir comment bien couvrir les agents, et le côté commande publique pour lequel Mélanie est experte. Et ensuite, eh bien, finalement, vous avez Maëlle Comte qui va intervenir qui est un petit peu la généraliste du cabinet parce qu'elle a cette double casquette en étant maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne, qui va intervenir un petit peu sur tous les pans du droit, donc notamment en domanialité publique ou en droit pénal. Et ensuite, Martin Mathieu-Sipoux, qui est également intervient en droit de l'urbanisme et de l'environnement. Et Mathieu qui va rejoindre un petit peu Mélanie sur les aspects de la commande publique et du droit public des affaires. Donc on est 5 avocats associés experts dans chacun dans son domaine et on est accompagné de 5 avocats collaborateurs, de 3 juristes et d'un responsable administratif et financier pour pouvoir accompagner et conseiller au mieux nos clients.
Alors ce matin, on va parler de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Cette réforme qui vient finalement rétablir une égalité de traitement entre les agents du public et les salariés du privé. Cette réforme, ça concerne environ 5,7 millions d'agents. Donc vous voyez que les enjeux sont importants, sans compter finalement les retraités et les ayants droit. Compte tenu du nombre de personnes concernées et de l'évolution du principe de protection sociale pour ces agents, euh, là, je m'adresse aux porteurs de risques, ça constitue un véritable enjeu stratégique pour vous au sein de votre structure. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la fonction publique territoriale, même si vous verrez, Julie l'expliquera, mais pour parler de la fonction publique territoriale, on a quand même besoin de parler de la fonction publique d'État, parce que la réforme a commencé par cette typologie d'agents. Mais aujourd'hui, on sera plutôt sur la fonction publique territoriale qui regroupe environ 2 millions d'agents. Alors pour ce matin, on vous propose d'articuler le webinaire en trois parties. Une première partie plutôt dédiée à la réglementation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des textes qui régissent la réforme? Quels sont les textes qu'on attend? Dans une deuxième partie, on se placera plutôt du côté porteur de risque. Quelles sont pour vous, assureurs, les conséquences techniques et organisationnelles de la couverture de ce risque de la fonction publique et comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à justement couvrir ces risques? On verra avec Mélanie le principe des appels d'offres. Et puis, dans une dernière partie, là, on se placera plutôt du côté collectivité, employeur public. Comment est-ce que vous allez pouvoir choisir le nouveau bénéficiaire du contrat? Alors, vous devez voir hein, sur Zoom, il y a un chat, vous pouvez poser vos questions et je vous propose qu'on y réponde à la fin du webinaire. Merci. Alors effectivement, pour commencer, un petit rappel du contexte de cette réforme, pour bien comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette réforme, vous n'aviez aucune obligation. Donc effectivement, comme l'a dit Camille, à la différence de ce qui se passait pour les salariés de droit privé, les employeurs publics, que ce soit dans la territoriale ou dans l'État ou même dans l'hospitalière, les employeurs n'avaient aucune obligation de participer aux frais engagés par leurs agents pour se couvrir, que ce soit en prévoyance ou en santé. Ça restait facultatif. En revanche, quand ils le mettaient en place pour l'ensemble des agents qu'ils employaient, donc titulaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé. Et ils pouvaient faire le choix soit de prendre en charge le côté santé, soit de prendre en charge le côté prévoyance, soit les deux. Et il y avait deux dispositifs que vous connaissez sans doute. La labellisation, c'est-à-dire que vous alliez faire labelliser vos contrats et dès lors que l'agent apportait la preuve qu'il avait souscrit un contrat labellisé, eh bien, il pouvait bénéficier d'un remboursement d'une partie de ses frais. Et à côté de ça, vous aviez ce qu'on appelle la convention de participation, qui était en fait la collectivité qui faisait le choix de mettre en concurrence certains organismes et de sélectionner celui qui lui permettait d'avoir une couverture la plus optimale pour ses agents. Sauf que ce système-là, qui était entièrement facultatif, hein, que ce soit côté collectivité, mais aussi côté agent, hein, il n'y avait aucune obligation d'adhésion, ce système, en fait, a été un peu audité par les inspections générales en décembre 2018. Et ils sont arrivés, donc il y a eu des rapports hein, qui ont été établis dans les trois fonctions publiques qui sont en ligne, hein, que vous pouvez trouver facilement. Et le constat est assez sans appel, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Donc, comme l'a dit Camille, plus de 5 millions d'agents, vous aviez des agents qui étaient très bien couverts des deux côtés, prévoyance santé, et très bien pris en charge par leur collectivité ou leur employeur public, et de l'autre, des agents qui n'étaient pas du tout pris en charge. Donc, il y avait vraiment trop d'hétérogénéité hein, finalement entre les agents de la fonction publique, ce qui n'est pas cohérent avec la notion même de fonction publique où on a en principe un même régime pour tous. Donc, c'est dans cette situation-là que le gouvernement a été habilité par la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019 à venir réformer ce système de la protection sociale complémentaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'ordonnance du 21 février 2021 qui va venir régir, en fait, poser les grands principes de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Ces dispositions-là, vous les retrouvez désormais au Code général de la fonction publique. Et qu'est-ce que ça vient prévoir? Ça vient prévoir d'abord une obligation de participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire en matière de santé. D'accord? Donc, je ne rentre pas vraiment dans le détail, vous aurez l'occasion d'y revoir, mais c'est juste pour avoir un peu les principes, les bases. Donc, d'abord, une obligation de participation en matière de santé et une participation qui
au niveau national et pour l'ensemble de la fonction publique, reste facultative pour la prévoyance. Et je vais y venir plus tard, ça a vocation à changer pour certaines fonctions publiques. Troisième principe, c'est la possibilité d'un accord signé par les organisations syndicales sur la protection sociale complémentaire. Il faut savoir que dans le droit privé, donc côté droit social, chez les salariés, les entreprises, et donc au sein de vos entreprises, vous avez une large place qui est laissée à la négociation, aux accords collectifs. Et ça, c'est pas du tout le cas en principe dans la fonction publique. Eh bien, dans le cadre de la protection sociale complémentaire, vous allez avoir des accords un au niveau national, dont on va parler dans quelques instants, mais également des accords qui vont pouvoir être conclus au niveau local pour finalement affiner et avoir quelque chose qui soit le plus adéquat et le plus conforme possible aux besoins de l'employeur, enfin du personnel de l'employeur ciblé. Et enfin, l'ordonnance renvoie toujours à la notion de caractère collectif ou individuel des contrats sélectionnés par l'employeur après mise en concurrence. Et là, un petit peu, on va rentrer un petit peu plus dans la complexité parce que sinon, ce serait pas amusant. Dans la fonction publique territoriale, vous avez une spécificité. C'est-à-dire que pour la territoriale, vous avez une participation qui va être obligatoire à la fois pour la santé et à la fois pour la prévoyance. Donc, ça veut dire, et c'est pour ça qu'en fait, les employeurs territoriaux en ce moment sont sur le pied de guerre pour lancer les premiers contrats, parce qu'en fait, l'obligation porte sur ces deux volets-là dans la territoriale. On renvoie également aux contrats labellisés ou aux conventions de participation. Donc, pour l'instant, ça ne change pas. Vous avez ces deux aspects-là qui doivent être pris en charge. Et ensuite, on va renvoyer à une participation financière qui va être fixée par décret. Donc, la participation financière des employeurs territoriaux va être fixée par décret et j'y reviendrai. Cette réforme de la protection sociale complémentaire, elle entre en vigueur assez rapidement. Donc, je ne reviens pas sur la fonction publique de l'État parce que c'est déjà en principe plus ou moins en vigueur côté santé. Ça va arriver très vite au 1er janvier 2025. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la fonction publique territoriale où vous avez deux dates butoirs. Le 1er janvier 2025, pour lequel tous les employeurs territoriaux devront participer financièrement côté prévoyance. Et 1er janvier 2026, où là, c'est l'obligation en matière de santé qui va entrer en vigueur. Donc, ça veut dire que d'ici à 6 mois, tous les employeurs territoriaux devront proposer une participation financière à leurs agents côté prévoyance. Une fois que cette ordonnance du 21 février 2021 qu'on vient de voir ensemble a été adoptée, il fallait des décrets d'application. Et on a un premier qui est arrivé, qui est le décret du 20 avril 2022, qui va fixer en fait les garanties minimales en matière de prévoyance et en matière de santé. C'est-à-dire qu'on va fixer aux employeurs le minimum finalement qui doit être couvert et pour lequel ils doivent participer financièrement. Je ne rentre pas dans le détail. Pourquoi? Vous aurez de toute manière accès au support. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on va voir ensemble que ça a vocation à changer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les garanties vont sur le maintien de la rémunération avec une spécificité dans la fonction publique territoriale qui est que la rémunération est divisée en deux parties. D'un côté, ce qu'on appelle le traitement indiciaire et de l'autre, le régime indemnitaire. Juste ça qu'il faut avoir en tête et pour lequel on va avoir un pourcentage de maintien de salaire côté prévoyance. Et côté santé, ça va être celles qui sont les garanties minimum à couvrir, sont celles qui sont listées par le Code de la sécurité sociale, donc exactement comme celles dans le privé. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de nouveauté. La participation financière des employeurs, elle est également fixée par ce décret. Donc, je vous en parle, mais là encore, c'est toute la difficulté en fait de cette réforme, c'est que tout n'est pas achevé, donc on n'est pas sûr que ça ne change pas à ce niveau-là. Et c'est le cas pour la prévoyance où le décret prévoyait une participation mensuelle de 7 euros. Donc, ce n'est pas énorme parce que c'était 20% d'un montant de référence. Et pour la santé, c'était la moitié d'un montant de référence fixé à 30 euros, donc 15 euros pour la santé, 7 euros pour la prévoyance. Donc ça, c'est l'état actuel du droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en vigueur actuellement. Vous avez l'ordonnance du 21 février 2021 et ce décret du 20 avril 2022. Cependant, comme j'ai pu vous le dire, la protection sociale complémentaire peut faire l'objet d'accords,
national ou local, d'accord entre les organisations syndicales et les employeurs et les représentants des employeurs territoriaux. Or, l'année dernière, le 11 juillet 2023, vous avez un accord qui a été adopté qui vient fixer toute une série de mesures et de préconisations en matière de santé et en matière de prévoyance. Donc, on va retrouver notamment les garanties minimales, mais également des préconisations visant à encadrer la succession de contrats ou pour la reprise du passif ou savoir quels sont les agents qu'on va couvrir. Quand on parle d'ayants droit, de quoi on parle? Quand on parle des agents retraités, de qui on parle? Voilà. Et donc, cet accord-là va venir lister toute une série de mesures et de préconisations. Sauf que cet accord national, pour qu'il ait une valeur juridique, pour qu'il soit opposable, il faut qu'il soit transposé dans un décret. Or, toutes les mesures de l'accord national n'ont pas encore fait l'objet d'un décret. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être extrêmement vigilant en ce moment et être un petit peu à l'affût de la parution de ce décret, parce que c'est ce décret qui va ensuite donner une valeur à cet accord national et qui va pouvoir être opposable finalement aux employeurs comme aux agents. Néanmoins, on a quand même trois mesures qui sont visées dans l'accord national qui, normalement, devraient être reprises dans un décret qui va paraître en principe dans l'été. Quelles sont ces trois mesures? C'est les garanties minimales en matière de prévoyance. Parce que vous le savez, c'est en 1er janvier 2025, c'est en matière de prévoyance qu'on va avoir cette première obligation pour les employeurs territoriaux. Pour les garanties minimales, eh bien, on va très schématiquement, hein, vous le savez comme moi, c'est plus complexe que ça, mais on va renvoyer plutôt à un pourcentage du revenu net, donc avec un maintien de salaire de 90% du revenu net, revenu qui est égal au traitement indiciaire et au régime indemnitaire. Donc, l'accord national va bien au-delà de ce qui était prévu par la loi, parce qu'en fait, on va prendre en compte l'intégralité de la rémunération de l'agent public et non pas uniquement son traitement indiciaire. Donc ça fait partie des garanties minimales qui devraient être reprises dans le décret qui va paraître en juillet 2024. Deuxième principe qui devrait également être transposé et donc qui devrait s'imposer aux employeurs territoriaux, c'est le caractère, c'est l'obligation de passer un contrat collectif à adhésion obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va rendre obligatoire pour les agents le fait d'adhérer au contrat qui sera sélectionné par leur employeur territorial. En fait, on va se retrouver quasiment dans le même schéma que dans le droit privé, d'accord, dans le droit social. C'est pour éviter qu'il y ait une trop grande distorsion entre les deux régimes. Eh bien, cette deuxième mesure visera à mettre en place un contrat collectif à adhésion obligatoire. Donc là, pareil, en fait, on va un peu plus loin que ce que prévoyait la loi. La loi, elle renvoyait juste soit la labellisation, soit la convention de participation. Et bien là, finalement, on se rend compte que potentiellement, si c'est bien adopté en l'état, eh bien, pour le côté prévoyance, il n'y aura pas le choix entre la labellisation et la convention de participation, mais uniquement pour la convention de participation, avec en plus une adhésion obligatoire de la part des agents. Et enfin, troisième mesure qui devrait également être adoptée en l'état, c'est une participation minimale de l'employeur de 50% du montant nécessaire pour couvrir les garanties minimales qu'on vient juste de voir. Donc là encore, on va plus loin que ce que dit la loi, avec une participation qui ne serait plus de 7 euros, ce qui était quand même un peu limite, mais bien de 50% du montant nécessaire pour couvrir les garanties minimales. Donc c'est ces trois mesures phares qui devraient en principe faire l'objet d'un décret qui sera adopté au mois de juillet 2024. Donc, si je peux conclure finalement sur cette grande partie juridique et réglementaire, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant parce que c'est mouvant, c'est une réforme qui n'est encore pas aboutie. Et donc, à la fois côté collectivité locale, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui va devoir être mis en place, mais également côté porteur de risque, parce qu'en fait, en fonction, eh bien, il va falloir adapter évidemment les contrats qui seront proposés. Et je laisse la main pour cette deuxième partie sur les conséquences techniques et organisationnelles pour les porteurs de risques. Ah, Mélanie, tu n'as pas ton micro. Alors oui, j'ai coupé mon micro puisqu'il y a des travaux et une perceuse qui s'active depuis 10 minutes au-dessus de ma tête. Donc j'espère qu'elle va me laisser parler tranquillement. Donc effectivement, c'est intéressant ce que vient de nous expliquer Julie et ça a des conséquences importantes puisque en réalité, on voit qu'il y a un nouveau besoin
qui est imposé au niveau des collectivités territoriales, puisque ces dernières vont devoir effectivement couvrir leurs agents sur le volet santé et sur le volet prévoyance. Ce n'est plus une faculté, c'est une obligation. Donc, du point de vue de la commande publique, il y a des conséquences à la fois pour les opérateurs économiques et pour les acheteurs. La conséquence, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'acheteurs qui vont avoir des besoins et donc les opérateurs économiques, à savoir les porteurs de risques, vont pouvoir répondre à ces appels d'offres. Alors, qu'est-ce qu'un marché public? L'idée, c'est un petit peu de vous présenter. Alors, les collectivités connaissent bien la commande publique, mais peut-être un peu moins les assureurs. Donc là, c'est de vous présenter dans les très grandes lignes ce qu'est un marché public. Le premier article du Code de la commande publique nous détermine le champ de la commande publique et il nous dit sont des contrats de la commande publique. En l'occurrence, ce qui vous intéresse sont des marchés publics. Non, c'est la slide d'avant. Les contrats qui sont conclus à titre onéreux par un acheteur pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services. Donc, quand une collectivité territoriale a des besoins, besoin de construction d'un équipement public, c'est un marché public de travaux. Besoin d'acheter des imprimantes, elle va passer un marché public de fournitures. Et là, en l'occurrence, le besoin de couvrir sur le volet santé et le volet prévoyance ses agents, eh bien, c'est un besoin en matière de services. Donc, pour répondre à ces besoins, elle ne va pas pouvoir faire appel à l'assureur de son choix. Elle va être obligée de passer et de respecter le cadre de la commande publique et l'ensemble des règles qui sont relatives au marché public. Donc ça, déjà, c'est un premier élément important quand on est assureur. On se dit, bon, effectivement, je vais devoir m'inscrire dans ce cadre. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors concrètement, ça veut dire que les collectivités vont devoir respecter les grands principes de la commande publique. Et les grands principes de la commande publique, donc, qui sont rappelés au sein de l'article 3 du Code, ce sont les principes d'égalité de traitement des candidats, les principes de liberté d'accès, de transparence des procédures et d'efficacité de la commande publique. Alors concrètement, quand on ne connaît pas ces notions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la slide suivante. Le principe de liberté d'accès à la commande publique, c'est important quand on est assureur. Ça veut dire que vous pouvez être certain que les collectivités vont publier les appels d'offres qu'elles vont lancer. Elles ne peuvent pas faire autrement que de publier leurs appels d'offres pour que tout le monde puisse avoir accès, effectivement, aux besoins de la collectivité et puisse y répondre. Donc ça, ce principe de liberté d'accès à la commande publique implique effectivement une publicité de la part de l'acheteur. Ensuite, il y a le principe d'égalité de traitement des candidats. Ce principe implique que tous les candidats vont être mis sur un pied d'égalité et vont avoir accès aux mêmes données. J'espère que vous n'entendez pas trop la perceuse. Non, ça va. Et vont avoir accès aux mêmes informations. Donc, ça veut dire que tout au long de la procédure, par exemple pendant la période au cours de laquelle vous allez préparer votre réponse, eh bien, si vous avez des questions à poser, vous n'allez pas appeler directement la collectivité pour lui poser la question. Vous allez poser la question sur le profil acheteur et tous les assureurs vont pouvoir avoir accès à la réponse qui sera apportée par la collectivité. De même, pendant les négociations, tout le monde, quand les collectivités auront recours à la négociation, si elles le font, vous aurez tous le même temps de parole pendant ces négociations et vous serez tous placés sur un pied d'égalité. Donc voilà, pendant toutes les phases de la procédure. Je suis désolée, je suis un peu déstabilisée, mais il y a un bruit énorme autour de moi, mais tant mieux si vous ne l'entendez pas. Et puis, transparence des procédures, les collectivités ont l'obligation de justifier à chaque fois de leur choix. Donc, est-ce que j'ai alloti? Oui, non, pourquoi? J'ai déclaré sans suite la procédure, pourquoi? Donc, ça veut dire que les collectivités, elles sont astreintes effectivement à certains cadres et que de ce fait-là, vous pouvez être sûr que effectivement, vous serez traité de manière égalitaire. Donc, c'est important quand on est un assureur. Et puis, enfin, pour vous présenter vraiment dans les grands traits ces grands principes de la commande publique, les contrats de la commande publique sont conclus pour une durée limitée. Ça veut dire quoi côté assureur? Ça veut dire que, eh bien, à échéance régulière, les collectivités vont remettre en concurrence les contrats. Donc, à partir d'aujourd'hui et de 2026, et cette obligation, 2025, cette obligation de mettre en place ces contrats, eh bien, à échéance régulière, les collectivités, même si elles choisissent un assureur, devront remettre en concurrence. Donc, je vous dirai plus tard dans la formation au cours du webinaire quelle est cette durée.
normalement, de manière classique, le code n'impose pas de durée, mais il nous dit qu'il doit y avoir des mises en concurrence régulières qui permettent de garantir la libre concurrence entre les candidats. Donc ça, c'est pour le cadre général. Ensuite, pour les profanes et ceux qui débutent en matière de marché public, je voulais simplement vous rappeler donc les termes génériques qui sont employés par les collectivités dans le cadre de leur marché public pour que vous ne soyez pas perdus la première fois que vous lisez un cahier des charges. Donc, déjà, premier mot à connaître, peut-être il n'est pas sur la diapositive, mais il est important, c'est DCE. Le DCE, c'est le document de consultation des entreprises. Donc, c'est tous les documents que vous voyez ici sur cette diapositive. Donc, ce DCE, il est composé de quoi? Il est composé d'un règlement de consultation, d'un acte d'engagement, d'un cahier des clauses administratives particulières, d'un cahier des clauses techniques particulières, d'un cahier des clauses administratives générales et enfin des pièces financières. Alors, je vais rapidement vous expliquer ce que sont ces pièces. D'abord, le règlement de consultation. Le règlement de consultation, en fait, c'est, si tu veux passer, Julie, c'est le document qui va vous fixer les règles du jeu pendant toute la procédure. Donc, c'est lui qui va vous dire jusqu'à quelle date vous avez pour répondre à l'appel d'offres. Donc ça, c'est très important. Vous n'avez pas le droit à la seconde près de dépasser l'heure qui est fixée par la collectivité. Comme toutes les procédures sont dématérialisées, eh bien, vous allez déposer votre offre sur une plateforme et la plateforme, elle est bête et méchante. Si le dépôt des offres est pour midi et que vous déposez à midi et 15 secondes, votre offre sera rejetée. Donc ça, c'est très important côté assureur d'avoir ça en tête. Donc le règlement de consultation, il va fixer toutes les règles, la date limite de réception des offres, les critères sur lesquels vous allez être jugé, et puis voilà, est-ce qu'il y a de la négociation, pas de la négociation, enfin, comment va se dérouler la procédure de manière générale. Ce document, il n'est pas contractuel. Quand la procédure se termine, la procédure de passation du marché se termine, ce document ne sert plus à rien. Et après, vous passez sur les documents d'exécution du contrat, qui sont les documents suivants. Si Julie, tu veux passer. L'acte d'engagement. L'acte d'engagement, c'est la pièce maîtresse du marché public. C'est vraiment le contrat. C'est ce qui va matérialiser la commune intention des parties. Puisque un marché public, ça peut faire peur, effectivement, puisque c'est une réglementation à part qui est réglementée par le Code de la commande publique, mais ce n'est rien d'autre, finalement, juridiquement, qu'un contrat, donc un accord de volonté entre deux parties. Certes, c'est la collectivité qui va fixer ces conditions dans le cadre du cahier des charges, mais si ces conditions ne vous conviennent pas, par exemple, si une collectivité dit moi, je vais lancer mon contrat sur une durée qui vous paraît trop courte, eh bien, vous avez la possibilité de ne pas répondre au marché public. Le fait de répondre au marché public fait que finalement, vous acceptez les conditions contractuelles qui vous sont proposées par la collectivité. Donc, cet accord de volonté entre les parties, il se matérialise au sein de l'acte d'engagement. Ensuite, si on continue, vous avez le cahier des clauses administratives techniques particulières, donc ce qu'on appelle le CCAP. Là, vous le découvrirez au moment où vous le lirez. Alors, souvent, ce ne sont pas des documents qu'on a plaisir à lire, puisque ce sont des clauses très administratives qui vont concerner les modalités de paiement, les modalités de résiliation, les modalités de mise en œuvre des pénalités, etc., etc. Mais ces documents doivent bien sûr être adapté par rapport et respecter le droit des assurances qui parfois prédomine et s'impose, y compris aux règles du droit de la commande publique. Ensuite, nous avons le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP. Donc ça, c'est vraiment le cahier des charges. C'est là que vous allez trouver les conditions qui sont imposées par la collectivité et les conditions sur lesquelles elle ne reviendra pas, c'est-à-dire c'est imposé de manière unilatérale. Vous répondez, vous adhérez à ces conditions, vous ne voulez pas y adhérer, vous ne répondez pas au marché. Et ça, je le redirai tout à l'heure, mais vous avez donc le décret de 2011 qui vous donne effectivement des éléments effectivement techniques que doivent comporter effectivement ces conventions de participation en matière de santé et de prévoyance. J'y reviendrai. Mais
si je peux donner un conseil côté assureur, c'est que il faut que votre mémoire technique, c'est-à-dire la proposition que vous allez formuler à la collectivité, réponde intégralement à tous les points du CCTP qui sont visés. Et donc, j'en viens à votre offre, donc, c'est-à-dire votre offre technique et votre offre financière. Eh bien, quand vous êtes assureur, vous allez matérialiser l'offre que vous allez faire à la collectivité qui lance son appel d'offres à travers un mémoire technique, c'est-à-dire le mémoire dans lequel vous allez détailler la manière dont vous allez intervenir pour assurer effectivement les agents de la collectivité. Ce mémoire, vous pouvez être certain qu'il ne sera pas communiqué à vos concurrents, puisque c'est une pièce qui est protégée par le secret industriel, le secret des affaires. Donc, c'est-à-dire que la collectivité territoriale n'a pas la possibilité de la transmettre aux candidats évincés du marché, même si ces candidats en font la demande. C'est une pièce qui est strictement confidentielle, donc vous pouvez tout à fait exposer les modalités commerciales de votre offre et la manière dont vous travaillez. Ça restera entre vous et la collectivité territoriale. De même que pour votre offre financière. Donc, de manière générale, dans les marchés publics classiques, on a deux manières de fonctionner sur le prix. On a une DPGF, ce qu'on appelle une décomposition du prix global et forfaitaire, quand la collectivité veut avoir recours à des prix forfaitaires, ou un bordereau des prix unitaires, quand la collectivité a recours à des prix unitaires. Donc, je laisserai peut-être Camille dire un mot sur la Sachant que, manière dont... voilà, sur ce point, pour ceux qui ont déjà vu justement un cahier des charges, dans la réponse financière, le plus souvent, vous allez devoir donner la cotisation pour un agent et enfin, selon la structure tarifaire qui sera demandée dans le cahier des charges. Isoler famille, un agent, deux bénéficiaires, trois bénéficiaires, quatre bénéficiaires ou isoler duo famille, il va y avoir une structure tarifaire qui sera imposée dans le cahier des charges. Donc ça, ce prix, de la même manière que votre mémoire technique, il ne peut pas être communiqué à vos concurrents. Donc ça relève également du secret industriel. Et puis, ce que vous pourriez trouver éventuellement, donc à voir comment les offres financières seront construites par les collectivités, c'est un DQE, encore un acronyme barbare, décomposition de... J'ai un trou décomposition quantité estimative, j'ai un trou sur le détail, pardon, détail des quantités estimatives, c'est pas décomposition. Et donc là, effectivement, c'est une simulation que la collectivité va faire en prenant en compte vos prix unitaires et elle va pouvoir comparer effectivement les prix proposés sur la base de ce détail des quantités estimatives. Donc, c'est une sorte de simulation. Donc, voilà pour ce qui concerne votre offre. Camille, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à côté porteur de risque? Donc, nous, voilà, le point sur lequel on voulait insister, c'est que pour pouvoir couvrir une population d'agents territoriaux, vous allez devoir passer par ce mécanisme de réponse à des appels d'offres, mais il faut bien avoir en tête les conséquences techniques et organisationnelles que la couverture de la protection sociale des agents va avoir sur finalement sur vos métiers, sur les différents éléments. Alors, les conséquences vont être tarifaires, sur l'équilibre du contrat, sur le pilotage et les reporting, sur la stratégie de votre structure, sur les services et sur la gestion. Donc, je vous propose qu'on reprenne chacun de ces éléments. Tout d'abord, au moment de la réponse à l'appel d'offres, vous allez devoir tarifer. Et il y a un vrai sujet de tarification, parce que votre tarification devra prendre en compte les spécificités de la population couverte. Déjà, comme l'a dit Julie, on va être sur un contrat collectif à adhésion obligatoire. Et donc, pour les structures qui faisaient que de l'individuel ou pour les structures qui faisaient de l'adhésion facultative, il faut avoir en tête que l'adhésion obligatoire a une vraie conséquence sur la consommation. De plus, on va être sur une population finalement que certains assureurs connaissent parce qu'ils ont pu proposer des contrats labellisés ou proposer des conventions de participation. Mais parmi là, les participants, il y a peut-être des assureurs, des porteurs de risques qui ne connaissent pas cette population. Et il va falloir vraiment prendre en compte la spécificité de la population des agents de la fonction publique territoriale, notamment en matière de prévoyance. L'indemnisation des arrêts de travail est très différente de ce qu'on peut retrouver dans le privé. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer ce matin dans le détail, mais voilà, il faut avoir en tête que l'arrêt de travail dans la fonction publique va distinguer le CMO, congé maladie ordinaire, le CLM, congé longue maladie, le CLD, congé longue durée. Donc, il y a différents types d'arrêt de travail et donc les modalités d'indemnisation vont devoir être prises en compte dans votre tarification. Oui.
Si je peux me permettre peut-être, Camille, de compléter, euh, il y a effectivement une spécificité au sein des fonctionnaires, donc les agents qui sont titulaires, qui ne seront pas couverts de la même manière par leur employeur territorial en fonction du congé maladie dont ils bénéficient. Mais il faut aussi avoir en tête que les agents d'une collectivité, il n'y a pas que des titulaires, il n'y a pas que des fonctionnaires. Il y a aussi des agents contractuels qui, eux aussi, ont une indemnisation qui va être différente des titulaires et qui va être différente en fonction aussi du congé maladie qu'ils auront. Donc, enfin, il y a vraiment, au sein de la fonction publique, vous allez avoir différents agents qui ne seront pas couverts de la même manière et donc pour lequel il faudra que la couverture soit adaptée au regard des obligations légales des employeurs. Voilà, donc vous voyez la complexité de la tarification. Votre cotisation devra prendre en compte également des contraintes de solidarité, notamment des solidarités intergénérationnelles, où la cotisation la plus élevée ne pourra pas être supérieure à X fois la cotisation la moins élevée. Alors pour les agents de plus de 30 ans, des solidarités entre agents, des solidarités familiales, où le nombre d'enfants payants pourra être plafonné. Donc, il va y avoir vraiment un enjeu tarifaire, un enjeu tarifaire aussi parce que les revalorisations tarifaires seront encadrées. En tout cas, vous devrez préciser dans votre réponse à l'appel d'offres les modalités de revalorisation tarifaire que vous prévoyez. Et finalement, bah, la cotisation que vous proposerez, ce sera la base et ce sera le point clé de l'équilibre ensuite tarifaire de votre contrat. Donc, c'est un sujet essentiel dans la réponse aux appels d'offres. Et du coup, bah, je vous invite à vous rapprocher de vos actuaires en interne ou en externe, mais c'est un sujet technique qui demande des compétences. Alors, au-delà, une fois, alors, et on l'espère pour vous, vous gagnez le contrat, il y a tout un sujet de gestion. On va être, alors je parle de la gestion du contrat, de l'adhésion, suivi de contrat, paiement des prestations. On va être sur de la gestion de contrat collectif, qui est très différente de la gestion de contrat individuel. Notamment au moment de l'adhésion, vous allez avoir, par exemple, là, la ville de Paris a transmis un appel d'offres, il y a 13 000 agents sur une seule partie. Donc, vous imaginez, il faut être en capacité d'absorber finalement un nombre important d'adhésions. Il faut être en capacité aussi de pouvoir gérer ses prestations en tenant compte des particularités qu'on a pu évoquer avec Julie sur l'indemnisation des arrêts de travail. Quel est le type d'agent qui est couvert? Quel est le type d'agent bénéficiaire et quel est le type d'arrêt concerné? Donc, il va falloir qu'en interne, vous vous assuriez de bien disposer d'outils adaptés à la gestion de la fonction publique. Il va falloir aussi, et ça c'est un point qui est souvent mis en avant dans les cahiers des charges et dans la valorisation des offres, c'est les indicateurs de qualité. Il va falloir que vous soyez en capacité de transmettre, par exemple, les délais d'attente téléphonique, le taux de prise d'appel, le délai de réponse à un assuré, le délai de traitement d'une prestation. Donc, vous devez en interne vous assurer que vous êtes en mesure de bien pouvoir transmettre ces indicateurs qualité. Ensuite, en termes de pilotage et de reporting, on a le sentiment que vous allez, dans les textes, vous allez sûrement trouver des exigences minimum de reporting réglementé. Et en tout cas, dans les premiers appels d'offres qu'on a pu voir, il y a des exigences qui sont demandées aux porteurs de risques en termes de reporting, avec un suivi qui peut être semestriel ou trimestriel, avec des informations sur l'équilibre technique du contrat et également des indicateurs qualité. Alors là, il va y avoir le sujet outils. Est-ce que votre outil permet bien d'extraire ces informations? Et puis aussi le sujet qualité des données. S'il y a différentes bases, est-ce que voilà, notre centralisation est bonne et est-ce que les chiffres qu'on va donner sont bons? Et enfin, un dernier élément, et qui n'est pas le moindre, mais à la lecture des premiers cahiers des charges, on observe que des services d'accompagnement des agents seront demandés par les employeurs publics. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme service? Les réseaux de soins, ça c'est assez classique, assistance et services, mais également des applications mobiles, tiers payants, le portail RH, ça, à notre sens, ça va être un élément essentiel aussi. Alors, dans les services à proposer, il faut que ce soit facile. Il faut que l'adhésion soit facile. Il faut que la modification de données soit facile, de coordonnées soit facile. Donc, il faut vraiment avoir en tête d'avoir un portail RH sur ces domaines-là. En tout cas, le service, la gestion, la qualité du reporting sont des éléments
qui seront pris en compte dans les critères de notation par les employeurs publics pour décider à quel assureur sera confié le contrat. Vous voyez que la réforme de la PSC, ça constitue un véritable enjeu stratégique. On a vu plus de 2 millions d'agents sur la fonction publique territoriale. Pour autant, les conséquences techniques organisationnelles peuvent être un frein pour certains acteurs. On a vu les freins organisationnels et techniques. Un frein dont on n'a pas évoqué, c'est aussi les conséquences financières. Parce que 2 millions d'agents, ça coûte en solvabilité. Et donc, il faut aussi s'assurer qu'en interne, vous ayez la capacité financière, vous ayez un ratio de solvabilité qui vous permette de couvrir ces risques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des acteurs qui vont décider de former des groupements pour répondre à ces appels d'offres, qui vont avoir recours à de la coassurance, de la réassurance ou alors des partenaires sur les services. Donc, selon votre taille, pour certains appels d'offres, vous pourrez décider de ne pas y aller seul et d'y aller avec une autre structure pour justement partager le risque et partager les services que vous détenez. Sur les aspects tarification, ça c'est un des points essentiels pour ensuite la vie de votre contrat. Ce sera essentiel là que vous ayez recours à des spécialistes pour vous aider sur les sujets de tarification. Et donc, pour terminer, on va se pencher maintenant côté employeur et je laisse Mélanie reprendre. Merci Camille. Alors, côté employeur, mais surtout côté acheteur, l'idée, c'est quand on est donc un acheteur, de se dire, bon, effectivement, je dois mettre en concurrence les opérateurs économiques, les porteurs de risques, puisque je suis dans le cadre des marchés publics, mais quelle procédure je dois appliquer? Alors là, je pense que les assureurs vont décrocher, mais ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 minutes, c'est un peu technique. Finalement, vous, côté assureur, vous fichez pas mal de savoir quelle est la procédure qui va être mise en place par les collectivités, mais ça a un peu d'importance pour elles. Donc, c'est important de le dire, surtout que les textes ne sont pas si clairs et qu'il y a des distinctions entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Donc, petit rappel très rapide sur ces notions-là. Nous avons un article du Code de la fonction publique qui nous dit et qui nous rappelle effectivement que les porteurs de risques sont sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Mais cette procédure de mise en concurrence, elle est clairement niveau fonction publique d'État, on nous dit que c'est de la procédure adaptée, donc ce qu'on appelle du MAPA pour les collectivités qui connaissent bien ça. Donc ce n'est pas une procédure formalisée en tant que telle. En revanche, côté fonction publique territoriale, on a le décret du 8 novembre 2011 qui nous fixe le cadre dans lequel doit être passé votre marché public. Donc, ce sont des règles ad hoc, c'est une procédure ad hoc. C'est ni une procédure formalisée, ni un MAPA, c'est une procédure qui a été créée sur mesure pour ce type de marché. Alors, c'est toujours le décret de 2011 qui est applicable aujourd'hui. Peut-être que la réglementation de juillet prochain viendra nous proposer autre chose. Pour l'instant, ça ne transparaît pas du tout de tout ce qu'on a pu lire, effectivement, des accords collectifs et de l'ensemble des autres textes. Donc, restez vigilants sur ce point-là. On reviendra vers vous s'il y a des modifications. Pour l'instant, le cadre qui est posé, c'est celui-ci. Si tu veux, Julie, aller sur la slide suivante. Ah, pardon, non, c'était bien celle-là, pardon. C'est d'abord sur les mesures de publicité. Donc, la collectivité doit publier dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, également dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances. C'est-à-dire que, pour le coup, côté assureur, si vous n'avez pas encore décroché, vous pourrez avoir accès à ces publicités, ces avis publics, dans les revues auxquelles vous êtes abonné, classiquement. Et si la participation financière est supérieure à 100 000 euros, à ce moment-là, il y aura une obligation de publier au JOUE, le journal officiel de l'Union européenne. Donc potentiellement, effectivement, vous serez mis en concurrence. Les marchés publics ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. Ensuite, au niveau du contenu de l'offre, eh bien, le décret nous dit que chaque candidat fournit à la collectivité ou à l'établissement public une offre comportant les éléments suivants. Donc, c'est imposé. Donc, ça veut dire que la collectivité va devoir prendre ça en compte dans son CCTP, cahier des clauses techniques particulières, les conditions générales d'adhésion, les prestations offertes,
Pour chacune des options, le tarif proposé, les limites âge par âge au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer, une précision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé. Chaque candidat s'engage également, en cas de sélection, à offrir à la population intéressée pendant la durée du contrat l'ensemble des options prévues dans les garanties proposées. Ensuite, au niveau des critères, c'est-à-dire les critères qui vont permettre à la collectivité de choisir l'assureur le mieux disant, c'est-à-dire celui qui propose la meilleure offre par rapport au prix proposé. Donc là, il y aura des critères qui vont être posés. Soit la collectivité va privilégier l'aspect technique de votre offre, soit elle va privilégier l'aspect financier. Camille pourra peut-être dire tout à l'heure que ces pondérations ont tendance à évoluer. Si tu veux peut-être en dire un mot maintenant, Camille, ça peut être Oui, intéressant. effectivement, moi, j'accompagne des structures dans le cadre de réalisation d'appels d'offres depuis 10 ans. Et il y a un point clé quand vous allez constituer le cahier des charges, c'est la grille de notation, avec la pondération du critère technique et du critère financier. Il y a 10 ans, le critère financier valait pour 60% au moins, voire 70% de la notation. Aujourd'hui, on voit même que le critère technique, des fois, la pondération dépasse la pondération affectée aux critères financiers parce que justement, la notion de service, la notion de qualité de gestion va finalement primer sur le tarif proposé. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Et donc les critères qui sont fixés par le décret sont le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé, le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs en fonction de la rémunération et pour le risque santé familial, la maîtrise financière du dispositif, les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés au risque, tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination. C'est-à-dire que les collectivités ne s'arrêteront pas à ces critères, elles pourront en être d'autres, notamment le critère environnemental à partir de 2026 qui sera obligatoire. On verra comment on adaptera ce critère à ce type de marché. Et donc, mais les critères seront les mêmes pour tous les candidats et vous serez notés de manière objective et non discriminante sur la base de ces critères qui seront portés à votre connaissance ou, si vous avez bien suivi, au sein du règlement de consultation du marché public. Il n'y a pas d'interrogation générale à la fin du webinaire. Et ensuite, la durée du contrat. Donc, le décret nous fixe une durée de 6 ans. Donc, c'est la durée qui est fixée par le décret. Pour l'instant, on n'a pas de modification sur cette durée-là. Et elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée qui ne peut excéder 1 an. Donc, voilà le cadre qui est fixé par le décret sur ces appels d'offres qui sont lancés par les collectivités. Donc, on sera très vigilant sur les éventuelles modifications à venir et on vous tiendra informé de tout ça. Et en tout état de cause, mais je laisserai Camille vous expliquer ça, on est en capacité d'ores et déjà de vous assister pour la passation de vos marchés publics côté collectivité, effectivement. Parce qu'effectivement, pour la passation de leur contrat, les collectivités vont le plus souvent se faire accompagner d'un AMO, assistant maîtrise d'ouvrage, qui va devoir intervenir tout au long du processus de passation de contrat. L'AMO, il va devoir disposer de plusieurs compétences et c'est pour ça qu'on a animé ce webinaire, à la fois des compétences techniques pour comprendre les garanties, pour comprendre les tarifs et pour pouvoir comprendre les réponses des candidats et un volet des compétences juridiques, notamment pour pouvoir décortiquer tous ces éléments, s'assurer que les réponses sont conformes au cahier des charges, et puis aussi pour vous aider justement à rédiger ce dossier de consultation des entreprises. Alors, quand vous allez finalement lancer votre appel d'offres, lancer le processus, nous, en tant qu'actuaire, on va intervenir sur la compréhension de votre contrat existant, s'il existe, et puis surtout sur l'analyse des besoins. Parce qu'un des éléments clés, c'est qu'il va falloir définir les garanties que vous souhaitez apporter à vos agents. Alors, il y aura bien sûr des minimums réglementaires, mais vous pouvez aller au-delà des minimums. Et donc, il y aura un sujet sur la prévoyance et sur la santé. Ce volet, cette première étape, elle est essentielle parce qu'elle permet aussi d'échanger entre nous, experts techniques, et vous, collectivités, sur la bonne compréhension des garanties. Parce que autant nous, base de remboursement, PMSS, c'est notre quotidien, autant les responsables des ressources humaines ou même les agents, ce n'est pas forcément les mots que vous utilisez tous les jours. Donc, c'est vraiment une
une phase qui va permettre de comprendre les garanties que vous proposez à vos agents. On va ensuite, avec justement le cabinet admis, vous aider dans la rédaction des documents, du document de consultation, avec un point essentiel, la grille de notation. Je crois qu'on l'a mis juste au-dessus. Voilà, on va devoir définir les critères de notation pour choisir l'assureur qui sera finalement responsable du contrat. Et cette grille de notation, elle est essentielle parce que selon les critères et selon la pondération, vous allez déjà précibler les candidats qui vont répondre. Selon les services, vous allez peut-être mettre des services importants ou exigeants qui vont éliminer des candidats. Ou à l'inverse, vous allez peut-être mettre des exigences de proximité locale qui vont favoriser tel ou tel candidat. Et donc, il faut bien avoir en tête que lorsque vous allez pondérer et réaliser votre grille de notation, ça va avoir un impact déjà sur les candidats qui vont répondre à votre appel d'offres. Et au-delà de ça, Camille, c'est en fait tout cet aspect de définition du besoin, qui est vraiment une notion clé en matière de commande publique, et ça doit parler aux collectivités qui sont présentes aujourd'hui. Définir son besoin pour effectivement cibler en amont les assureurs qui seront en capacité de répondre à vos besoins et ne pas faire travailler inutilement des porteurs de risques qui finalement ne sont pas en capacité d'assumer effectivement, type Ville de Paris, 13 000 agents. Voilà, tous les assureurs ne sont pas en capacité de répondre à cet appel d'offres. C'est ça. Et donc ensuite, l'expertise juridique, là plutôt pour la rédaction des documents contractuels. Et puis ensuite, il y aura toute la phase de dépouillement à la réception des offres. Et puis, vous aider dans le déploiement du contrat. Pour ceux qui avaient déjà, par exemple, une convention de participation, s'assurer que la passation avec le nouvel assureur fonctionne bien. Et ceux pour qui ça va être finalement la première fois, s'assurer effectivement que les outils de gestion du nouvel assureur sont bien opérationnels et que le planning prévu permettra bien l'émission des cartes de tiers payant, ce qui est le sujet des assurés, dans les délais convenus. Et, alors Camille, il y a pas mal de questions qui sont posées. Peut-être qu'on peut Oui, on peut. les prendre Alors, une par une. Parce que je vois que peut-être Julie, je crois que c'est pour vous beaucoup. Oui, et comme ça, je vais répondre à plusieurs questions d'un coup, je pense. Alors, effectivement, d'abord, bon, c'était compliqué de résumer la réforme sur 10 minutes, un quart d'heure. L'idée, c'était de balayer un petit peu tout ce qui se passe. Et effectivement, vous avez pour répondre à la question de j'ai Babu, je sais pas qui, voilà. Effectivement, comme c'est prévu là, mais ça c'est plus pour des juristes, c'est-à-dire qu'en fait l'ordonnance a valeur de loi, donc elle a été codifiée côté disposition législative dans le Code général de la fonction publique. Or le décret, effectivement, qui est annoncé, va venir modifier le montant de participation. C'est-à-dire que quand on a parlé des 50%, eh bien, ça vient modifier en fait ce que dit l'ordonnance. Et l'ordonnance, elle a une valeur législative, ce que peut pas modifier le décret. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un juriste derrière cette question. Effectivement, le décret peut pas modifier l'ordonnance. Donc, le décret va s'associer à une loi qui, elle, interviendra un peu plus tard. Mais voilà. Mais l'idée, c'est quand même de comprendre finalement. Ça, c'est de la tambouille de juriste, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de comprendre ce qui va être, ce qui est le fond et ce qui va être opposable. Donc, évidemment que si ils annoncent un décret en 2024 en juillet 2024, qui va changer la participation, tout ça, on est certain que derrière, il va y avoir une loi qui va venir régulariser, sauf que le processus législatif est bien plus long que le processus réglementaire. Et si on attend décembre 2024 pour une obligation qui entre en vigueur en janvier 2025, vous imaginez bien que ça pose une difficulté. Donc effectivement, il va y avoir décret plus loi derrière pour avoir les bons textes qui prévoient les bonnes choses, parce qu'ensuite, c'est aussi une question de répartition des compétences. Chacun sa compétence en matière légale et réglementaire. Côté ensuite, effectivement, pour l'instant, en tout cas en l'état, la loi qui est prévue dans le code, elle renvoie à la fois au contrat labellisé et à la fois aux conventions de participation. C'est-à-dire que pour l'instant, côté santé ou côté prévoyance, en théorie, les administrations conservent la liberté de choisir labellisation ou convention de participation. Mais effectivement, ce qui transparaît en fait de l'accord national du 11 juillet 2023, c'est que en fait,
pour la prévoyance, en tout cas, on s'orienterait vers non plus un choix label convention de participation, mais uniquement la convention de participation à adhésion obligatoire. Donc effectivement, là, pour le côté prévoyance, on n'aurait plus le côté labellisation. En revanche, euh, côté santé, alors déjà, l'obligation est plus tardive, donc on a moins avancé sur ces sujets-là, notamment au niveau de l'accord national. Mais côté santé, effectivement, il y aurait toujours ce choix-là, labellisation ou convention de participation. En tout cas, il n'y a pas d'obligation, comme pour la prévoyance, de passer à un contrat collectif à adhésion obligatoire, ce qui laisserait la porte ouverte à cette possibilité de la labellisation. Mais encore une fois, on ne peut rien assurer de manière complètement certaine à l'instant où on se parle, parce que justement, il nous manque encore certaines clés pour affirmer le côté abouti de la réforme. Euh, Après, il y avait la question, est-ce qu'il sera possible d'avoir l'enregistrement du webinaire, ça, Oui, oui, Camille? on a enregistré. Voilà, on est enregistré, ça sera disponible sur votre Souvent, site. oui, enfin, on le renvoie, on vous renvoie à tous les participants un mail alors d'ici la semaine prochaine au plus tard. Et après, effectivement, on mettra aussi l'enregistrement sur notre site internet. Ensuite, une autre question, Mélanie, c'est, je veux bien qu'on réfléchisse ensemble. Un centre de gestion qui avait souscrit une convention de participation propose aujourd'hui aux collectivités non adhérentes à cette date, et donc non couvertes par ce contrat, d'adhérer pour 1 an. Alors, je peux peut-être donner une première partie. Côté fonction publique, j'ai envie de dire que pour moi, ça poserait pas de difficulté. Pourquoi? Parce que la fonction publique, elle vous dit juste, enfin, en tout cas, le droit de la fonction publique vous dit juste, vous devez être couvert, enfin, au 1er janvier 2025, il faut que vous ayez une couverture pour vos agents. Donc, finalement, ce processus, côté en tout cas obligation de droit de la fonction publique, ne me semble pas poser de difficulté. En revanche, et c'est peut-être là, Mélanie, où je te laisse peut-être voir côté commande publique si ça pose une difficulté, Du parce point que de vue commande publique, il va falloir réfléchir, mais a priori, c'est compliqué d'intégrer un groupement de commandes si on n'en était pas membre en cours d'exécution du marché. Donc ça, on pourra y retravailler, mais j'ai eu la question dans un dossier. Il y a une réponse ministérielle. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, mais il y a une réponse ministérielle. Sauf hypothèse du groupement de commandes. Je vois pas comment les collectivités non adhérentes pourraient bénéficier effectivement de ce marché public qui a été passé par le centre de gestion. Donc, difficulté, à mon sens, du point de vue de la commande publique. voilà. Et du coup, Camille, après, je crois que les questions sont pour toi. Pour la revalorisation tarifaire, Oui, alors, concernant la revalorisation maximale tarifaire. donc, ça dépendra peut-être des appels d'offres. Donc, nous, dans certains cahiers des charges, c'était aux candidats répondants de fixer finalement ces modalités de revalorisation tarifaire. Et dans d'autres, c'était imposé finalement par l'employeur en précisant les tarifs ne pourront pas être valorisés, sauf exception, sur une durée de 3, 4, 5 ans. Donc, à mon sens, ce sera en fonction du cahier des charges. Mm. Sachant que, alors là, peut-être, Julie, j'ai cru voir dans un des textes justement que la revalorisation pourrait être encadrée avec Oui, des maximums. tout à fait. Oui, oui. Ça fait partie des préconisations, en tout cas, des mesures qui sont listées dans l'accord national. L'accord national du 11 juillet 2023, vous le trouvez en ligne hein, assez facilement. Et il vient, en fait, par catégorie de d'abord la santé, ensuite la prévoyance, et ensuite, en fonction, il y a des sous-thématiques. Il est très bien rédigé, donc vous pouvez très bien le consulter et voir un petit peu ce qui peut vous attendre, en tout cas, en termes de demandes spécifiques des structures. Voilà, il est 11 heures Il y a une petite dernière question, je ne sais pas si tu l'as vue. Comment traiter la garantie de reprise du du... passif. Ah oui, Alors effectivement, là, ce sera un sujet parce que, il faudra finalement avoir la liste des agents en arrêt de travail au moment de la passation du contrat avec le calcul des provisions correspondantes et donc du tarif correspondant.
du coût, en tout cas correspondant à la reprise de ce passif. Et sur la dernière question là, qui vient d'être posée à 11h00, certaines collectivités ont lancé des appels d'offres pour des contrats collectifs facultatifs, mais demandent aux candidats de tarifer aussi la version obligatoire des contrats en prévision d'une évolution des textes. Et cela pour engager l'assureur sur un volume d'effectifs plus important. Donc là, il y a plusieurs modalités. Enfin, on peut envisager les choses de plusieurs manières, soit avec des systèmes de tranches optionnelles qui seraient affermies selon un critère déterminé, soit avoir recours à la clause de réexamen, je parle là pour les collectivités, et d'indiquer clairement que la modification réglementaire à venir pourra engendrer la conclusion d'un avenant en cours d'exécution du marché. Et donc, c'est un des cas autorisés par le code pour avoir recours effectivement aux avenants. Le fait de prévoir l'hypothèse de la modification réglementaire en cours d'exécution du contrat. Donc voilà, tout ça, c'est à anticiper. C'est la raison pour laquelle on vous conseille, vous collectivités, vraiment de vous faire accompagner par un cabinet d'avocats dont c'est le métier. Enfin, nous, au cabinet, on fait de la procédure de passation de marché et de DSP tous les jours. Et donc ça, il faut effectivement anticiper toutes ces questions-là, notamment sur les clauses de réexamen, à anticiper dès la rédaction du cahier des charges pour pouvoir les utiliser en cours d'exécution et quel que soit le montant de la modification envisagée. C'est ça ce qui est intéressant dans la clause de réexamen, c'est qu'à partir du moment où c'est prévu dès le lancement de la procédure, vous pouvez ensuite signer un avenant, quel que soit son montant en cours d'exécution. Donc, à bien avoir en tête quand vous rédigez votre DCE. Plus de questions, j'ai l'impression. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous. Vous avez vu, vous avez un expert technique, des experts juridiques. Donc, on sera ravis d'échanger avec vous et on vous transmet d'ici la semaine prochaine les slides qui ont été présentés et le lien pour avoir accès au replay du webinaire. Merci à tous. Merci à tous.